Amérique. Merci beaucoup. Je vais dire quelques mots en espagnol et ensuite passer à l'anglais. En espagnol, en cubain, puis je passerai à l'anglais. Tout d'abord, monsieur. Monsieur le Président, je vous remercie infiniment de m'avoir invité au palais pour avoir l'occasion de passer tant d'heures enrichissantes avec vous et votre équipe, et pour cette merveilleuse opportunité de renforcer le partenariat précieux que nous avons. Je commence par la question économique, qui est très importante, et nous avons abordé de nombreuses questions importantes et les mesures impressionnantes que vous avez entreprises, et le travail que nous voulons faire avec vous concernant également les terres rares. Nous souhaitons établir le Family Corps d'ingénieurs, dont nous savons qu'ils ont collaboré avec vous pour identifier ces éléments de terres rares, et cela va être extrêmement crucial pour l'économie moderne. Nous ne sommes pas encore prêts à annoncer quoi que ce soit d'officiel à ce stade, mais nous discuterons de l'opportunité, de la possibilité de réaliser quelque chose de très significatif pour l'histoire des deux pays en même temps. Nous devons absolument discuter de la sécurité énergétique. Nous avons la possibilité non seulement d'avoir des pouvoirs appliqués pour que la République dominicaine continue de progresser, mais cela sera un avantage, un grand avantage pour Porto Rico. Ils sont nord-américains et il existe une possibilité d'exploiter l'utilisation des semi-conducteurs dans divers domaines technologiques. Cela va être crucial pour la technologie moderne et tout ce qui a été mentionné concernant les technologies de défense médicale également. Et vous avez l'opportunité de devenir un centre névralgique pour ces types d'industries. Nous allons travailler ensemble et nous envisagerons des idées pour voir comment élargir la présence de cette industrie ici, si proche des États-Unis et dans un pays qui est un ami et qui est sûr. D'autre part, je veux mettre en avant le travail anti-corruption, anti-drogue et que nous avons accompli ensemble. Cela est vraiment impressionnant. Nous avons observé les chiffres que vous avez pu atteindre en si peu d'années, en stoppant les drogues. Même chose pour les États-Unis. Un grand nombre de drogues qui auraient pu causer de grands dommages à notre pays. De plus, notre coopération et voir comment nous pouvons élargir cette coopération. Je voudrais annoncer aujourd'hui que nous savons que de nombreux programmes ont été temporairement gelés, en vertu de l'ordre exécutif du président Trump. Nous sommes disposés à accorder des dérogations afin que les programmes puissent continuer et nous voulons également voir comment élargir les programmes. Je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui que nous avons conclu un protocole d'accord pour formaliser la présence d'un agent de la CBP, Custom and Border Patrol des États-Unis, afin de collaborer étroitement avec la police nationale pour améliorer nos efforts conjoints. Et nous verrons comment nous pouvons améliorer l'accès à certaines technologies qui permettront de développer ce que vous faites et nous le ferons ensemble. D'autre part, nous ne pouvons pas oublier la question d'Haïti. J'aimerais clarifier quelques points importants. Tout d'abord, les États-Unis s'engagent à continuer de travailler avec la mission internationale là-bas. Il y a eu des interviews qui ne sont pas véridiques concernant la position actuelle. La semaine dernière, nous avons signé un permis pour continuer à faire partie de la mission. Nous continuerons à soutenir la mission. J'ai parlé aujourd'hui avec le président kényan pour renforcer cet engagement important. Le gouvernement aux États-Unis a un ordre de gel, mais il y a des exceptions. Il y aura une exception. Pareil pour les programmes qui assurent la sécurité des États-Unis sur l'hémisphère. Mais nous devons clarifier la solution. Je crois que c'est la politique des États-Unis et nous ne demanderons jamais à la République dominicaine d'accepter une vague migratoire venant d'Haïti. Cela a toujours été ma position en tant que sénatrice et c'est également ma position actuelle en tant que secrétaire d'État. Deuxièmement, la solution pour Haïti se trouve entre les mains du peuple haïtien, entre les mains de l'élite haïtienne. Cependant, nous apporterons notre aide. Nous ne pouvons pas ignorer les problèmes qui existent là-bas. Leur avenir, leur destin est entre leurs mains. Malheureusement, aujourd'hui,
Une grande partie du territoire est sous le contrôle de gangs armés et dangereux. Et nous devons agir. Le tout premier objectif est d'y rétablir la paix durablement. Et c'est précisément l'objectif de la mission. Une mission que nous continuerons à soutenir sans relâche. Mais nous devons comprendre que la mission doit être élargie afin qu'elle puisse éliminer ces gangs. Si cela peut être réalisé. Nous devons discuter de l'avenir d'Haïti, de l'opportunité qu'ils ont de devenir un lieu où tant d'industries qui se trouvent aujourd'hui sur d'autres continents, comme la fabrication, le textile et ces choses qui existent déjà, pourraient être davantage développées. Il pourrait toucher un plus grand nombre de personnes, il pourrait générer de nouveaux emplois, il pourrait offrir une opportunité d'investissement intéressante. Cependant, cela est impossible s'il n'y a pas de sécurité. Donc, la première question à aborder est la violence et l'insécurité, parce que nous voyons ce vaste territoire contrôlé par des gangs. Comme vous le savez, en tant que sénatrice, j'ai travaillé sur Opelp. Vous savez, j'étais l'une des sponsors de ce projet de loi. Maintenant, un autre sénateur est en train de travailler dessus. L'idée est de continuer avec cette loi, afin que ces opportunités puissent être là pour Haïti et son avenir. Oh. C'est une question d'une grande importance. Nous nous en soucions, et je sais que c'est une question que vous ne pouvez pas ignorer ici. Et vous ne l'avez pas ignorée. Vous avez fait beaucoup. Et nous ferons notre part également. Enfin, j'aimerais dire que le sommet en décembre sera crucial. Nous espérons rejoindre tous les gouvernements démocratiques de la région pour discuter de ces questions. Pour discuter des défis et opportunités de l'hémisphère. Nous ferons tout pour réussir le sommet. Sur la coopération que nous avons contre la drogue et le crime. La République jamaïcaine a récemment obtenu des résultats vraiment extraordinaires, des chiffres historiques de saisie de drogue destinée aux rues des États-Unis. Aujourd'hui, je signerai une dérogation pour nos programmes d'aide étrangère réussis avec nos partenaires ici, afin que ces succès continuent. Et nous allons chercher des opportunités pour développer ces programmes en rendant disponibles de nouvelles technologies qui leur permettront même de stopper ces drogues. C'est un exemple des types de programmes qui rendent l'Amérique plus sûre et plus forte. Et donc, nous émettons ces dérogations aujourd'hui, et nous cherchons à développer ces programmes à l'avenir. Nous pensons également que, et évidemment, je veux mentionner la coopération extraordinaire sur les extraditions. Numéro 2 dans tout l'hémisphère. Si quelqu'un est recherché pour un crime dangereux, aucune nation dans l'hémisphère n'a été plus coopérative que la République dominicaine pour extrader des criminels recherchés pour des crimes transnationaux. Enfin, il y a la question d'Haïti, que nous ne pouvons ignorer. C'est une tragédie, c'est horrifiant, et il faut y faire face. Je vais être clair, l'avenir d'Haïti appartient au peuple haïtien. Et ils, ainsi que les élites de cette société, doivent se décider et réfléchir à ce qu'ils veulent pour leur avenir. Car c'est leur pays et leur avenir leur appartient. Mais nous allons aider. Il y a eu des erreurs de reportage sur le rôle des États-Unis dans le soutien de la mission là-bas. Alors laissez-moi être clair, pour que ce soit bien compris. La semaine dernière, au milieu de la semaine, j'ai signé une dérogation pour m'assurer que nos programmes là-bas continuent. Et depuis vendredi dernier, ils sont actifs et fonctionnent. Et j'ai réitéré cela ce matin lors de mon appel avec le président du Kenya. Que nous apprécions d'ailleurs la volonté de cette nation de prêter des forces de sécurité. Je pense qu'il est aussi important de noter que cette mission telle qu'elle est construite ne suffira pas. Il doit trouver une nouvelle direction afin de réussir à éradiquer ces groupes armés qui, aujourd'hui, ont pris possession de grandes portions du territoire haïtien et mettent en danger la vie des gens et la stabilité de la région. Je pense qu'il est également important d'être clair. Nous ne pouvons pas et ne demanderons pas à la République dominicaine d'accepter ou qu'il soit attendu qu'elle accepte une vague migratoire incontrôlée. Aucun pays ne devrait être contraint de faire cela, et ce pays non plus. Et nous ne le demanderons pas. Et je pense aussi qu'il est important de commencer à penser à l'avenir d'Haïti, à son avenir économique et à ce que nous pouvons faire maintenant pour préparer le terrain à une renaissance économique qui permette au peuple haïtien de vivre en paix et en prospérité. Et donc l'élément de sécurité est clé, car rien de tout cela n'est possible sans cela. Mais au-delà de cela, il y a une véritable opportunité pour Haïti de devenir un centre de fabrication près des côtes, de fabrication légère près des côtes. Cette présence existe déjà là-bas. Maintenant, cela peut être élargi. Ils ont une main-d'œuvre jeune, forte et dynamique.
Et c'est pourquoi j'espère que le Congrès adoptera un projet de loi que j'ai parrainé au Sénat. Et j'espère que nous le ferons passer cette année en prolongeant l'Europe Pact. Si nous nous débarrassons, nous pouvons relever les défis de sécurité et adopter une législation qui assure les investisseurs sur l'avenir. Nous espérons voir plus d'investissements qui amènent ces industries d'autres continents et ici dans notre hémisphère, raccourcissant les chaînes d'approvisionnement et créant prospérité et opportunités pour le peuple d'Haïti. Et enfin, mais non des moindres, nous nous engageons à faire en sorte que le prochain sommet des Amériques ici en décembre soit très réussi. Il se déroule à un moment clé de l'histoire de notre hémisphère. Et nous ferons tout pour collaborer avec nos partenaires et alliés en République dominicaine pour garantir le succès du sommet. Merci. Merci, monsieur. We thank His Excellency Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis, pour ses remarques. Maintenant, nous allons passer à notre session de questions et réponses. Tout d'abord, 2 questions seront destinées à nous, journalistes. Simon Rudy de Reté et Michael Yuli du New York Team. Peux-tu m'entendre? Salut, c'est le secrétaire. Ouais, d'accord. Secrétaire Rubio, vous avez dit que vous alliez manquer la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 en Afrique du Sud en raison de vos désaccords avec le gouvernement là-bas. Pourriez-vous nous dire si l'administration Trump dans son ensemble ou le gouvernement américain va ignorer tous les événements du G20 en Afrique du Sud cette année? Et pensez-vous qu'en faisant cela, en manquant cette réunion, vous cédez le leadership mondial à d'autres pays comme les pays BRIC et la Chine en particulier? Et deuxièmement, à propos de Gaza, car vous l'avez abordé hier lors de votre conférence de presse. Lors de vos commentaires, vous avez mentionné que le plan que le président a mis en avant ne déplacerait les Gazaouis, les Palestiniens de Gaza, que de manière temporaire. Le président a dit « Je pense qu'il est assez clair d'après ses commentaires aujourd'hui qu'il parle de réinstaller définitivement les Palestiniens de Gaza. Pourriez-vous nous dire si cette administration envisage de faciliter le déplacement forcé d'eux? Ces Palestiniens du G20. Je pense que tout le sujet de la réunion du G20 est un sujet sur lequel nous devrions vraiment nous concentrer pour parler d'inclusion mondiale, d'équité et de ce genre de choses. Je pense que nous devrions nous concentrer sur le terrorisme, la sécurité énergétique et les véritables menaces à la sécurité nationale de plusieurs pays. Nous aurons donc une représentation là-bas, j'imagine. Mais je n'y assisterai pas car je voyagerai, espérons-le, dans le monde pour rencontrer des dirigeants et d'autres personnes, afin de nous concentrer sur les questions qui nous concernent directement. Et je pense que cela devrait être la priorité, car elle s'aligne sur notre intérêt national. En ce qui concerne votre question sur Gaza, je dirais que cet endroit, et je pense que les images aériennes le confirment, n'est pas habitable. Non seulement à cause de la destruction due au conflit et au fait que les lâches du Hamas se cachent sous terre, mais aussi à cause des munitions non explosées et des armes, y compris celles du Hamas, qui doivent être nettoyées. Je pense que le président Trump a proposé d'y participer. Et si un autre pays est prêt à le faire lui-même, ce serait formidable. Mais personne ne semble se précipiter pour le faire. Et cela doit arriver. C'est la réalité. Cet endroit Gaza a en ce moment des munitions non explosées. Beaucoup de roquettes et d'armes et d'autres choses que le Hamas a utilisées là-bas. Et cela doit être traité. Et c'est très difficile de le faire quand vous avez des populations au-dessus de vous. Si d'autres pays veulent rester et faire ce travail, je les encourage à le faire. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui aiment exprimer leurs préoccupations pour Gaza et le peuple palestinien. Mais très peu ont été prêts à faire quelque chose de concret à ce sujet. Et donc, je pense que le président Trump essaie de susciter cela. Espérons-le, obtenir une réaction de certains pays qui ont à la fois la capacité économique et technologique de contribuer à une région post-conflit. Ils pourront revenir ou non? Eh bien, encore une fois, je veux dire que dans cette zone, lorsque vous enlevez des munitions non explosées, je ne pense pas que vous vouliez que des gens vivent à côté de munitions non explosées et de dépôts d'armes qui ont été laissés derrière ou en place à cause de ce que le Hamas a fait. Donc je pense que c'est une réalité réaliste qu'afin de réparer un endroit comme celui-là, et on va devoir vivre ailleurs en Inde. Et certains pays de la région expriment des préoccupations sur le peuple palestinien. Et nous les encourageons à proposer une solution à ce problème. Merci, monsieur le secrétaire. Monsieur le président, Michael Croulet du New York Team, monsieur le secrétaire,
Il y a confusion aujourd'hui sur la diplomatie américaine avec le Panama. Vous devez savoir, pour nous clarifier, comme vous le savez sûrement, après que le département d'État a annoncé hier soir que le Panama avait supposément accepté de renoncer aux frais pour les navires du gouvernement américain transitant par le canal, l'autorité du canal de Panama a rapidement démembré la. Et aujourd'hui, le président Molino, qui semble être plutôt contrarié, a qualifié la déclaration du département d'État à ce sujet de mensonge et de fausseté. Pouvez-vous nous expliquer votre compréhension de la manière dont nous en sommes arrivés à ce point de confusion et où vous comprenez que la situation se trouve actuellement? Y a-t-il un accord? Quel est le point de confusion ici et sur Usé? Si je puis me permettre rapidement, nous entendons des employés à l'étranger qui sont confus, anxieux et dans certains cas paniqués par l'ordre de retour dans les 30 jours, ce qui n'est pas beaucoup de temps pour déraciner et se relocaliser depuis un pays étranger. Prévoyez-vous d'offrir à ces employés des conseils supplémentaires sur ce processus? Et en particulier, pouvez-vous dire si les gens peuvent effectuer leur congé administratif dans leur pays de mission ou s'ils sont tenus de rentrer chez eux, même s'ils n'utilisent pas les ressources gouvernementales? Président, s'il vous plaît. Vous avez dit que le leadership des États-Unis est essentiel et qu'il n'y a pas de substitut pour trouver une solution pour Haïti. Le président du Conseil de transition d'Haïti semble très préoccupé par cela. Il a dit il y a quelques semaines qu'il croit que le président Trump ne se soucie pas d'Haïti et que les politiques de l'administration Trump seront une catastrophe pour son pays. Pouvez-vous simplement nous donner une idée de votre niveau de confiance que l'administration Trump tiendra ses promesses et exercera le type de rôle de leadership que vous avez décrit? Merci. Quel était votre? Je vais répondre aux deux premiers, car ils étaient pour moi. Et l'état de la diplomatie, la cause de la confusion et la situation actuelle. Et le deuxième désaccord. Oui. Je ne suis pas confus au sujet de Panama. Nous avons eu des conversations. J'ai senti qu'ils étaient de solides premiers pas. Nous avons des attentes. Nous les avons clairement exprimées lors de ces conversations. Je respecte beaucoup le fait que Panama est un processus. C'est un gouvernement démocratiquement élu. Ils ont des règles, ils ont des lois. Ils vont suivre leur processus. Mais nos attentes restent les mêmes. En particulier à ce sujet, je dirais simplement que les États-Unis ont l'obligation par traité de protéger le canal de Panama s'il est attaqué. Cette obligation devrait être appliquée par les forces armées des États-Unis, en particulier la marine américaine. Je trouve absurde que nous devions payer des frais pour transiter une zone que nous sommes obligés de protéger en temps de conflit. Ce sont nos attentes. Elles étaient claires. Elles ont été clairement comprises dans ces conversations. Mais je respecte beaucoup le fait que le Panama a un processus de loi et de procédures qu'ils doivent suivre. Et en conséquence, les autorités du canal de Panama leur permettront de suivre ces processus. Nous avons l'intention de rendre amicale la manière dont nos visites se déroulaient en ce qui concerne l'USE. Quelques points. L'objectif de notre entreprise a toujours été d'identifier les programmes qui fonctionnent et de les poursuivre, ainsi que d'identifier ceux qui ne sont pas alignés avec notre intérêt national et de les traiter. Nous avons donc envoyé des directives à se déployer à l'étranger, indiquant qu'ils seront en congé, non licenciés, en congé à partir de vendredi, et nous l'avons clairement indiqué dans le message. C'est là, et c'est écrit dans le message qui a été posté, que s'il y a des circonstances exceptionnelles concernant la famille ou le déplacement, ou peut-être que la personne, son conjoint est employé à l'ambassade, donc ils sont colocalisés et leurs enfants sont à l'école. Il y a de la place pour cela. Nous précisons également dans les directives que les programmes spécialement désignés par la MLB ne feraient pas partie de cet ordre, et nous travaillons actuellement à les identifier. Quels sont ces programmes spécialement désignés? Et nous continuerons à travailler pour les trouver. Le troisième point que je voudrais souligner est que les gens ont eu 30 jours pour que nous les ramenions chez eux s'ils le souhaitent pendant cette période de 30 jours. Et en même temps, comme je l'ai dit, l'attente est que s'ils ont une condition spéciale ou quelque chose se passe, nous ne les avons pas tous listés, mais nous sommes prêts à les écouter. Nous ne cherchons pas à perturber la vie personnelle des gens. Nous ne le faisons pas. Nous n'essayons pas d'eux. Nous ne sommes pas punitifs ici. Mais c'est le seul moyen que nous avons pu obtenir de USE. J'aurais préféré ne pas le faire de cette manière. Lorsque nous avons essayé de le faire, en obtenant des informations du bureau central de l'USE, nous avons trouvé des personnes utilisant le système pour faire passer les paiements malgré l'ordre d'arrêt. Nous avons trouvé des personnes non coopératives pour nous fournir des informations et un accès. Tout cela est cohérent avec ce que nous avons vécu au Congrès. Nous avons donc dû emprunter une autre voie. Mais nous allons faire de l'aide étrangère. Les États-Unis fourniront une aide étrangère, mais ce sera une aide qui a du sens et est alignée avec notre intérêt national. Et je sais que la dernière question ne m'était pas destinée, mais je veux y répondre aussi. Premièrement, la mission des Nations Unies dispose de 100 millions de dollars dans leur fonds. Les États-Unis ont fourni 15 des 100 millions pour ce fonds.
D'accord? Seulement 13 millions de ceux-là sont actuellement gelés. Cela signifie qu'ils ont encore 85 millions de dollars plus le million, et quelques qu'ils ont dépensés que nous avons déjà là pour la mission. C'est clair. Et ce n'est pas un obstacle à la poursuite de la mission au-delà du fond de l'ONU. J'ai émis une dérogation pour l'utilisation. Je pense que c'est près de 40 millions de dollars de soutien supplémentaire. Et ces contrats sont là-bas et fonctionnent maintenant. Ils fournissent un soutien logistique à la fois à la mission et à la police nationale d'Haïti. Ce sont des faits. Donc, je pourrais simplement dire que c'est un engagement vraiment assez fort. Et c'est certainement un engagement beaucoup plus fort que certains des autres pays riches dans le monde qui ne font pas autant. D'ailleurs, c'est un mérite pour le Kenya qui a parcouru la moitié du monde et est prêt à agir, quand des pays de notre hémisphère ne font rien. Je ne veux pas les lister et commencer une querelle diplomatique 2 semaines et demie après le début de mon mandat ici. Mais je vous dis qu'il y a des pays riches qui ne font pas assez et pourraient faire plus. Je les encourage à faire plus. Pouvez-vous répéter la question pour que je comprenne? Oui, s'il te plaît. Ce souci du pays. Nous venons d'entendre la politique des États-Unis avec Haïti. Je suis donc assez confiant dans cette politique que le secrétaire d'État vient juste de mentionner. Nous sommes confiants dans les propos du secrétaire Rubio et en les suivant. Haïti sera paisible dans quelques mois. Nous remercions Michael Cruelly et Simon Louis pour leurs paroles. Maintenant, écoutons les journalistes dominicains, Cushi Laura et Nelson Rodriguez. Avec vos mots, vous avez répondu à quelques questions que j'avais, mais vous, moi, il m'en reste encore une. Vous avez discuté d'Haïti, de la lutte contre le trafic de drogue, et vous avez discuté des éléments de terre rares. J'aimerais savoir si l'intérêt des États-Unis, le gouvernement s'intéresse aux éléments de terre rares découverts dans cette région, en raison du fait qu'il existe certains indices indiquant qu'ils sont présents en une quantité suffisamment importante pour qu'ils puissent être exploités de manière rentable. Eh bien, c'est un projet dont le président peut parler et qui est basé sur des enquêtes menées avec le Corps of Engineers. Mais l'idée est la suivante. Ces éléments de terre rares appartiennent au public dominicain et c'est vraiment mal. Mais je sais que le monde aura besoin d'avoir accès aux éléments de terre rares pour toutes les nouvelles technologies. Les technologies qui sont utilisées pour la défense, mais également dans d'autres types de technologies avancées dans cette nouvelle ère. Et je sais qu'avoir un allié qui a accès à ces éléments dans l'hémisphère est vraiment très avantageux. Nous souhaitons contribuer au développement de cette richesse de la République dominicaine. C'est un pays et c'est le vôtre. Mais nous voulons vous aider à le développer, car il est préférable que ces éléments soient entre les mains d'un allié plutôt que dans celles d'un pays qui n'est pas un allié. D'autre part du monde, dont nous pouvons en fait partager avec vous des informations préliminaires. C'est préliminaire, mais c'est assez positif. Nous avons des réserves brutes. Ensuite, nous verrons quelles sont les réserves nettes. Mais les réserves brutes sont d'environ 100 millions de tonnes. C'est vraiment significatif. Dans environ 2-3 mois, nous aurons les chiffres, avec une grande précision. Cependant, ce que nous avons vu jusqu'à présent est assez positif. Nous nous sentons optimistes. C'est une technique avancée et nous avons besoin de technologie et d'assistance supplémentaire. C'est pourquoi nous avons créé une société publique, une société d'État, afin de pouvoir exploiter ces éléments rares. Cependant, le marché se trouve aux États-Unis. Il y a un prix international, mais vous avez besoin de conseils
pour les exploiter efficacement et économiquement. Merci. Bon après-midi, Président Avnadé, Secrétaire Rubio et délégations respectées distinguées. Il a été mentionné ici que le sommet des Amériques, qui se tiendra à la fin de l'année, est l'une des nombreuses tâches qui débuteront. J'aimerais savoir si nous aurons la présence du président Trump ici à ce moment-là. Mais rappelons-nous ce qui s'est passé à l'Orangel pendant le sommet des Amériques en juin 2022. Le secrétaire d'État de l'époque a exercé une pression considérable pour exclure Cuba, le Venezuela et le Nicaragua de la discussion. Cependant, il n'a pas réussi à obtenir un consensus parmi les pays d'Amérique latine. Et les États-Unis n'ont pas invité Cuba, le Venezuela ou bien le Nicaragua. Secrétaire Rubio, vous avez dit que ces trois gouvernements sont des ennemis de l'humanité. C'est fort. Les Dominicains diraient, eh bien, abaissons-le beaucoup, afin que nous puissions vraiment être un peu plus doux. Mais si vous continuez à maintenir ce ton élevé, est-ce que les États-Unis seraient vraiment prêts à exercer suffisamment de pression pour s'assurer que ces trois gouvernements ne puissent pas être invités au sommet des Amériques? Ou si ces trois gouvernements étaient des ennemis de l'humanité, ils seront invités à participer. Je suis au courant des décisions prises par le président concernant cette question. Par conséquent, les États-Unis ne partageraient pas d'informations avec ces gouvernements. Eh bien, cette décision sur qui doit être invité revient à la République dominicaine. C'est la République dominicaine qui accueillera l'événement. Je ne sais pas comment parler autrement d'une rédemption qui a forcé environ 8 millions de citoyens à quitter le Venezuela. Ils emprisonnent et ils torturent des individus innocents. Dans le cas de Cuba, des portions significatives de la population ont quitté le territoire national. Ils ont emprisonné plus de 500 personnes, y compris des enfants et des femmes, parce qu'elles faisaient partie de manifestations dans les rues. Et au Nicaragua, ils emprisonnent des opposants politiques. Chaque candidat a été poursuivi par la justice. Au Nicaragua, ils expulsent même des religieuses. Ils mènent un combat contre l'Église catholique, un combat contre les représentants religieux. Et il y a une coprésidence, et c'est une sorte de dynastie familiale. Je ne sais pas comment décrire autrement ces régimes. Ils ne font pas cela uniquement à leur propre peuple. Mais ces trois régimes ont largement contribué à l'instabilité de toute la région. Chaque pays de la région a dû payer le prix de l'instabilité dans ces pays. Dans le cas du Venezuela, qui coopère avec l'Iran, avec le Hezbollah, ainsi qu'avec le Hamas. Dans le cas de Cuba, qui a permis la présence russe, la Russie, l'espionnage chinois. C'est mon avis. Je ne pense pas qu'il y aura de changement dans ces pays d'ici décembre. Mais c'est ainsi que je parle de ces pays selon la réalité de leur comportement. J'aimerais que ce ne soit pas le cas, mais c'est ainsi depuis longtemps, malheureusement. Alors,